Imaginez, imaginez juste un instant, le premier être humain qui vivra 1000 ans, eh ben, il est peut-être déjà né. C'est une phrase qui donne le vertige. C'est ça, on dirait de la science-fiction, et pourtant, c'est plus du tout le cas. C'est un domaine de recherche très actif, financé par des géants comme Google, qui ont des filiales dont le but est à peine caché, à tuer la mort. Oui, on bascule complètement. On passe de la médecine qui soigne à une technologie qui veut redéfinir la condition humaine. Et ça nous plonge directement au cœur de notre sujet. Absolument, un vertige qui n'est plus seulement philosophique, mais bien concret, imminent. Alors aujourd'hui, on se penche sur le transhumanisme, ce mouvement qui cherche à améliorer l'humain, à dépasser nos limites biologiques grâce à la science. Exactement. Et pour explorer ce territoire à la fois fascinant et un peu troublant, notre source, c'est un dialogue tiré du livre « Les robots font-ils l'amour ?» Un dialogue vraiment percutant, avec deux visions qui s'affrontent. Radicalement opposé, oui. D'un côté, on a Laurent Alexandre, médecin, entrepreneur, un technophile convaincu, un peu provocateur. Et de l'autre, Jean-Michel Besnier. Un philosophe, lui, beaucoup plus prudent, il nous sert un peu de garde-fou. C'est ça. Et notre mission, c'est de décortiquer leurs arguments pour comprendre à la fois les promesses folles et les dangers bien réels de cette quête. Et pour bien saisir pourquoi ce débat explose maintenant, il faut garder en tête un acronyme. NBIC. NBIC. Nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Pendant des décennies, ces domaines ont avancé chacun dans leur coin. Aujourd'hui, ils convergent, ils fusionnent. Et ça crée une puissance technologique exponentielle. Ah oui. Et c'est cette convergence qui rend le projet transhumaniste modifier, réparer et surtout augmenter l'humain de plus en plus réaliste. Ce n'est plus un rêve, c'est un projet d'ingénieur. D'accord. Alors partons de là, du plus simple. Le terrain où tout le monde est d'accord. La médecine qui répare. Oui, Personne n'est contre le fait de soigner une maladie. La source prend un exemple très parlant, la DMLA, la dégénérescence maculaire. c'est la première cause de cécité dans les pays développés. Et pour la réparer, aujourd'hui, on a deux grandes pistes. La première est purement électronique. On parle d'implants rétiniens, de vrais yeux bioniques. D'accord? Pour l'instant, la vision est encore basique, mais les progrès sont fulgurants. On parle d'une vision confortable d'ici quelques années. C'est la machine qui répare le vivant. Et la deuxième piste, elle est? Biologique. Exactement. Là, soit on utilise des cellules souches pour reconstruire des rétines saines, soit on fait de la thérapie génique pour corriger les gènes défectueux. Les premiers succès sur l'humain sont déjà là. Donc dans les deux cas, l'objectif est clair, il est consensuel. On veut rendre la vue à un aveugle. Jusque-là, tout va bien. C'est la mission de la médecine, mais c'est là précisément que la frontière devient Qu'elle devient floue. vertigineuse, oui. C'est tout l'enjeu que soulève le philosophe Besnier. Il nous met en garde contre ce qu'il appelle un cynisme technologique. Il résume ça avec une citation du physicien Denis Gabor, qui est terrible. Tout ce qui est techniquement réalisable mérite d'être réalisé, quel qu'en soit le coût éthique. Ah oui, c'est radical. Pour Besnier, c'est une logique folle. La question n'est pas peut-on le faire, mais doit-on le faire. Ce n'est pas parce que c'est possible que c'est forcément souhaitable. Et là, on a la réponse du technophile, Laurent Alexandre, qui est à l'exact opposé. Pour lui, cette distinction entre réparer et augmenter, C'est en débat d'arrière-garde. c'est ça, une illusion qui va voler en éclats. Et il a un exemple pour nous pousser dans nos retranchements. Imaginons une personne aveugle en 2080. On lui propose une rétine artificielle. Sauf que cette rétine, elle ne lui donne pas une vision normale. Elle lui donne une vision surhumaine, Voilà. la capacité de zoomer, de voir dans l'infrarouge, d'enregistrer. Qu'est-ce qu'on fait? La question est redoutable. Est-ce qu'on lui dit « Non, désolé, la technologie est là, mais par éthique, on va vous la brider pour que vous soyez juste normal ». C'est exactement ça, et pour Alexandre, c'est absurde, c'est même cruel. Et il va plus loin, il nous dit qu'on est déjà tous un peu augmentés. Ah, Un humain vacciné, c'est déjà un humain augmenté. On a modifié son système immunitaire, on a patché notre biologie. La porte est déjà ouverte. c'est un argument puissant, c'est vrai. Ça montre que la frontière n'est pas une ligne claire, mais un dégradé. On accepte de modifier notre biologie pour la rendre plus résistante, donc pourquoi pas plus performante? Vu comme ça, on est déjà tous un peu transhumains. Mais si on suit cette logique, ça ouvre une porte sur quelque chose de bien plus inquiétant. Jusqu'où on améliore le code? Je pense au mot qui fait peur, l'eugénisme. On y arrive, forcément. Et selon les sources, ce n'est pas un futur lointain, c'est une pratique qui est déjà là, presque banalisée.
Le cas d'école, c'est celui du syndrome de Down, la trisomie 21. Oui, et les détails donnés sont assez troublants. On nous rappelle que les personnes atteintes de trisomie 21 ne souffrent pas forcément. Leur espérance de vie est normale aujourd'hui. Et pourtant, en 30 ans, le dépistage prénatal a fait que le syndrome a été, je cite, quasiment éradiqué. La pression sociale pour l'enfant normal est immense. Et la technologie accélère tout ça en le rendant trivial. Avant, il fallait une amniosynthèse, c'était invasif. Aujourd'hui, une simple prise de sang de la mère suffit pour analyser l'ADN du fœtus, sans risque. Et le coût s'effondre. Exactement. Demain, on ne dépistera plus une maladie, mais des milliers de prédispositions. Et c'est là que la question devient abyssale. D'accord pour une maladie grave, mais pour une prédisposition à l'obésité, à la myopie, à un QI un peu plus faible. Où est-ce qu'on trace la ligne? C'est la question centrale de Besnier. Il fait une distinction très importante entre deux types d'eugénisme. Il y a l'eugénisme négatif, corriger les handicaps, éviter la souffrance, ça c'est l'héritage de la médecine. D'accord? Mais le transhumanisme nous fait glisser vers un eugénisme positif. Là, on ne répare plus, on fabrique, on choisit des caractéristiques plus intelligents, plus beaux. On n'est plus dans le soin, on est dans l'optimisation. Et face à cette crainte, l'argument d'Alexandre est brutalement pragmatique. C'est la géopolitique. En gros, il nous dit « Pendant que vous débattez en Europe, le reste du monde avance Il y a une statistique dans les sources qui est saisissante. On demande aux gens « Seriez-vous favorable à l'augmentation du QI d'un fœtus ?» En France, 13% disent oui. » Et en Chine, 39%. la différence est massive. Et ce n'est pas que de la théorie. Les premières manipulations génétiques sur des embryons humains, Ont été faites en Chine. voilà. Donc l'argument d'Alexandre, c'est celui de la course stratégique. Il craint que l'Occident, au nom de l'éthique, subisse un décrochage civilisationnel face à ce qu'il appelle les pays eugénistes. C'est glaçant comme perspective. Se retrouver dans 50 ans face à des populations cognitivement augmentées. Et cette course à l'amélioration nous amène logiquement à la promesse la plus folle, la plus démesurée du transhumanisme, la fin de la mort. L'idée de vivre 1000 ans. Ça paraît délirant, mais si on prend du recul, l'espérance de vie a déjà plus que doublé en 2 siècles. On est passé de 25-30 ans à plus de 80 aujourd'hui. Le gain est déjà spectaculaire. Et des entreprises comme Google, avec sa filiale Calico, s'y attaquent frontalement. Leur but est simple, comprendre et vaincre le vieillissement. L'idée, c'est de s'attaquer à la racine du problème. Et le grand prophète de ce mouvement, c'est Ray Kurzweil. Ce n'est pas un rêveur, c'est le directeur de l'ingénierie chez Google. Sa théorie est fascinante. Il dit qu'un enfant né en 2016 va bénéficier de vagues successives d'innovation. Chaque vague, Thérapie génique, nanorobots. oui, tout ça, lui permettra de gagner assez d'années de vie pour atteindre la vague suivante. C'est l'espérance de vie de vélocité d'échappement. Et de vague en vague, cet enfant pourrait atteindre 1000 ans, voire plus. C'est vertigineux. Mais la question que pose Besnier est cruciale. Est-ce un rêve ou un cauchemar? Oui, sa critique philosophique est très puissante. Il a plusieurs objections. La première, c'est la solitude. Ah oui, Imaginez vivre 1000 ans, mais voir vos enfants, vos amis, vos amours, mourir tous les 100 ou 150 ans. Votre vie ne serait qu'une suite infinie de deuil. une angoisse permanente, une sorte de prison dorée. Exactement. Et la deuxième objection, c'est tout simplement l'ennui. Franchement, après avoir vu 300 fois le même lever de soleil, ça a encore un goût. C'est le cauchemar qu'a décrit Houellebecq dans La possibilité d'une île, une répétition sans saveur. Le troisième point est peut-être le plus profond. La perte de sens. Pour Besnier, c'est la conscience que notre temps est compté qui donne sa valeur, son intensité à la vie. Aimer, créer, se battre pour des idées. Tout ça a du prix parce qu'on est mortel. Sans la mort, on risque ce qu'il appelle une animalisation, le simple maintien en vie du corps, ou une robotisation. On existe, mais on ne vit plus vraiment. Et enfin, il y a la mort de notre culture. C'est vrai que tout notre art, notre littérature est tenté par la mort. Que deviendrait l'art dans un monde d'immortels blasés? La quête d'immortalité pourrait finalement nous enlever ce qui rend la vie digne d'être vécue. C'est le paradoxe. Au-delà de la mort du corps, il y a l'autre grande rupture, celle de l'intelligence. On arrive sur le concept de singularité technologique. Popularisé par Kurzweil, encore lui. C'est le moment où l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine. Il a même une date, vers 2045. Et il ne s'agit pas d'un léger dépassement. La prédiction, c'est que l'IA deviendra 1 milliard de fois plus puissante que tous les cerveaux humains réunis. 1 milliard de fois. C'est un chiffre qui défie l'entendement. C'est une rupture totale.
Et on a eu un signal d'alarme très fort en 2016, non? Absolument. La victoire d'AlphaGo, l'IA de Google, sur le meilleur joueur du monde de Go. Un jeu d'intuition, de créativité. Exactement. On pensait que ça prendrait des décennies. Ça a été un électrochoc. Face à cette panique, l'approche de Besnier, c'est de nuancer. Il critique la définition même de l'intelligence. Il dit que la vision de l'intelligence comme pure puissance de calcul est extrêmement réductrice. Il y aurait d'autres formes d'intelligence. Bien sûr, il y a l'intelligence musicale, kinesthésique, interpersonnelle, existentielle, des domaines où les machines sont totalement absentes. Donc le danger, ce ne serait pas tant le scénario à la Terminator. Le vrai danger, selon lui, est plus subtil. Ce n'est pas que les machines nous anéantissent, mais que nous, les humains, nous nous mettions à les imiter. Ah, Qu'on adopte leur logique de calcul, leur obsession de l'efficacité, et qu'on abandonne notre dimension symbolique. Le langage, l'art, l'humour. Le risque, c'est une forme d'auto-robotisation. et pendant ces débats, il y a des conséquences très concrètes qui se profilent. Sur l'emploi, par exemple. Oui, jusqu'ici, les révolutions technologiques détruisaient des métiers, mais en créaient d'autres. Les agriculteurs sont devenus ouvriers, les ouvriers employés. Mais là, pour la première fois, l'IA pourrait détruire massivement des emplois, y compris très qualifiés, sans en créer autant en retour. L'exemple des radiologues est frappant. Des IA sont déjà meilleurs pour détecter des tumeurs. Que se passerait-il quand un algorithme fera le travail d'un avocat, d'un médecin, 24h24 et sans erreur? Et c'est là que la pensée de Laurent Alexandre devient la plus radicale. Oui, la plus surprenante. Il pousse la logique au bout. Dans un monde où l'IA fait tout mieux que nous, le concept même de mérite au travail s'effondre. Et donc sa conclusion ? Sa conclusion est folle venant de lui. Il dit que la seule solution pour éviter un chaos social total, ce serait une redistribution radicale et égale des biens produits par les machines. Il utilise une expression choc, le communisme 2.0. Attendez, là, il faut qu'on s'arrête une seconde. Laurent Alexandre, l'entrepreneur, le chantre du capitalisme tech, qui nous parle de communisme, C'est la conclusion la plus paradoxale de tout ce débat. c'est sidérant. Une société d'abondance totale où le travail disparaît et où chacun reçoit ce dont il a besoin. Ça donne le tournis, hein. Ça montre à quel point ces technologies pourraient tout bouleverser. En tout cas, en parcourant cette confrontation d'idées, on sent bien la tension. D'un côté, la vision technophile, presque une nouvelle religion, la libération de la souffrance, de la mort, l'humain qui devient son propre créateur. Et de l'autre, la voix du philosophe qui tire la sonnette d'alarme. Le risque de perdre notre humanité, notre vulnérabilité, notre finitude, notre culture. La grande crainte, c'est qu'en voulant devenir des dieux, on devienne finalement moins que des hommes. Alors, après tout ça, après avoir exploré ces deux visions si opposées, avec quelle grande question est-ce qu'on repart? Je crois que la source nous laisse avec une question qui dépasse la technologie. La technologie nous donne un pouvoir sans précédent sur notre propre biologie. La question cruciale n'est donc plus « que pouvons-nous faire ?», parce que la réponse sera bientôt presque tout. D'accord. La vraie question, la question politique, philosophique, c'est quel genre d'humain choisissons-nous de devenir ? Est-ce qu'on veut rester cet être qui dialogue avec le monde à travers des livres, des symboles, de l'art, avec toute l'ambiguïté que ça implique ? Ou est-ce qu'on veut devenir un être qui ne fait plus que réagir à des signaux numériques ? Un humain optimisé, performant, mais peut-être vidé de son sens.